beaucoup. Merci. J'avoue que je prends cela un peu au pied levé, puisque, comme vous le savez, Routel Krief devait également intervenir. D'abord, évidemment, introduire mes deux interlocuteurs qui vont certainement parler le plus directement possible l'un avec l'autre. Deux expériences du pouvoir, David Cameron, ancien Premier ministre britannique, Manuel Valls, ancien Premier ministre français, leur expérience du pouvoir face à la menace terroriste, face à la radicalisation, et puis leur expérience s'appuyant sur cette expérience, essayer de comprendre aussi la différence entre le modèle français et le modèle anglais face à cette menace commune. Un mot d'abord pour dire que cette menace, elle est effectivement commune parce que les attentats, ils ont lieu à Londres, ils ont lieu à Paris, ils ont lieu autant à Madrid ou récemment à Vienne. Il y a la menace intérieure, des jeunes qui souvent ont grandi en France et ont grandi également en Grande-Bretagne. Et pourtant, le modèle n'est pas le même et je voudrais qu'on commence tout de suite par cette différence parce que la lutte et la menace est la même, l'objectif est le même, c'est-à-dire lutter contre cette radicalisation et contre le terrorisme. Et pourtant, les outils choisis notamment dans le modèle français ou dans le modèle anglais, communautarisme, multiculturalisme du côté de la Grande-Bretagne, laïcité, même si on le sent bien aujourd'hui, elle est en débat, cette laïcité à la française, difficulté d'ailleurs même à traduire le mot laïcité en anglais, c'est vraiment un mot extrêmement français. Et je voudrais donc commencer avec vous, Monsieur Cameron. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a l'un des deux modèles qui serait plus efficace que l'autre, ou est-ce qu'au fond, on arrive à un point où on doit constater l'échec de l'un comme de l'autre? Well, thank you, first of all, for inviting me to join you this afternoon. It's a huge pleasure, and to join my friend Manuel Valls. We worked very hard together as prime ministers. And I would start by stressing the similarities between our approaches rather than the differences. I mean, I felt an enormous solidarity with France in recent months and years as you faced, as we have, these terrorist attacks. And as your government, I think quite rightly, has said that it wants to deal with the real poison here, which is the extremist Islamist philosophy and approach that has taken a great religion and poisoned it and led a whole group of young people, mostly young people, to turn against their own country and commit hideous acts. And it's a privilege to be able to speak about this. Where I think we share an approach, I'll come on to the differences, but we both, I think, take the view that, of course, we need to tackle poverty. Of course, we need to tackle the sense of alienation. But at its core, what we're dealing with is a radical, poisonous philosophy that has perverted a great religion. And unless you deal with that extremism, unless you deal with that extremist thinking and rhetoric and extremist preachers and extremist proselytizers, unless you deal with that, you will never solve the problem. I think the French and British approach is very similar there. We also understand that you cannot simply do this on a domestic basis. We were partners in closing down the caliphate in parts of Iraq and Syria because it was absolutely necessary. The threat was, you know, perhaps at its greatest sense when not only did these people have a poisonous ideology and the use of social media and other means to hit us with their terror, but they also had a base. They had, as it were, a country with weapons, with money, with resources behind them. So I think those are similarities. We share the analysis. We share the sense that Britain and France, as two internationally minded countries, need to deal with these things at source and deal with rogue states and unsafe areas of our world, as well as recognizing the problems of the ideology. I think where there's a difference, and I wouldn't overestimate it, is the UK, because we are a union of four nations, we have a sense of civic nationalism, of being not just English or Scottish or Welsh, but also British. And we try to build a model where people can come to the United Kingdom and they can be Jewish and English and British. They can be Hindu and Scottish and British. They can be Muslim and Welsh and British. We build a sort of inclusive civic nationalism. Now,
We haven't done well enough. We need to do far more, but we see that as a model to try and build a cohesive, inclusive society. As I say, we could absolutely knock the lights out and get every part of that right and build a country where everyone feels at home, where everyone feels comfortable, where everyone feels they have opportunity. Even if we did all those wonderful things, if we don't deal with the problem of Islamist extremism and driving it out of the mosques and out of the community centers and out of the universities, if we don't do that, we will still fail. So I would emphasize the similarities, not the differences, when it comes to our two systems. Merci beaucoup, David Cameron. Vous insistez donc sur les points de lien, parce que la menace est la même. Manuel Valls, de votre côté, les outils sur lesquels vous vous êtes notamment battu, la question des signes extérieurs religieux, la question de l'intégration. Je voudrais rebondir sur le dernier mot de David Cameron, qui parle de la question d'être plus inclusif. Est-ce que, au fond, quand on dézoome, je dirais, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, quand on regarde que la menace est la même, est-ce que vous vous dites pas parfois, peut-être qu'on se bat pour des outils, on y met énormément d'énergie, voire même beaucoup de débats en France sur les signes extérieurs de religion, qui au fond ne changent pas grand-chose quand on voit que la menace et la réalité terroriste est finalement la même? Merci Apolline de Malherbe, d'où l'utilité de ce type de débat, précisément pour échanger. Je veux remercier David Cameron d'y participer et je veux surtout, je l'ai fait en introduction de ce débat, le remercier devant lui pour sa présence il y a 6 ans à la grande manifestation du 11 janvier. Il était l'un de ces chefs d'État et de gouvernement qui était solidaire avec nous. Un mot, moi aussi je veux parler d'abord des ressemblances, des points communs. La Grande-Bretagne et la France sont des grandes nations avec une grande histoire, elles ont dominé le monde tour à tour, ce sont des empires coloniaux. Nous accueillons dans nos propres pays des millions de citoyens de confession ou de culture musulmane ou d'autres religions qui sont des citoyens britanniques ou des citoyens français. Et puis nous avons eu à faire face au terrorisme. La Grande-Bretagne, bien sûr, d'abord et douloureusement, et nous aussi au cours des années 2000. Et puis nous coopérons ensemble et nous continuerons de coopérer ensemble. Ça me semble tout à fait fondamental et stratégique que la Grande-Bretagne et la France, par leur connaissance du monde et du monde arabo-musulman, continuent à travailler ensemble, à échanger et à voir quels sont les meilleurs outils pour faire face aux défis. 2 choses pour poursuivre le débat. Premièrement, je pense qu'il y a une distinction qu'il faut bien comprendre, et c'est tout le sens de ces débats au cours de cet après-midi. Il y a bien sûr des questions sociales, économiques, cet apartheid que j'avais évoqué et qui peut expliquer le passage à l'acte. David Cameron l'a évoqué il y a un instant, mais je pense qu'il a eu raison de faire tout de suite cette distinction par rapport à l'idéologie que nous affrontons. À la fois pour la distinguer de l'islam qui est pratiqué par l'immense majorité de nos concitoyens, pour dire aussi que c'est un sujet d'une très grande complexité, nous l'avons dit, et Jean Birbaum avait raison tout à l'heure de dire dans une table ronde qu'il ne faut pas en permanence dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, on tue au nom de l'islam et on défigure en même temps cette religion. On s'attaque à nos valeurs et de l'autre côté, on veut séparer des millions de musulmans du reste de la société. C'est ça que cherchent les islamistes, c'est ça que cherche l'islamisme. Donc c'est un débat difficile, mais il nous faut gagner la guerre des mots, la guerre idéologique. Et puis nous avons des traditions différentes. Et pour peut-être provoquer le débat, dans cette guerre que nous mène l'islamisme, cette idéologie, pour conquérir d'abord l'islam, pour conquérir surtout les communautés européennes de musulmans, les communautés musulmanes, pardon, en Europe, la guerre des mots est importante, mais la guerre des signes aussi. Et donc, moi, j'ai la conviction depuis longtemps, notamment vis-à-vis des femmes, l'islamisme cherche à les mettre de côté dans la société à travers le voile intégral, à travers le voile compris comme une revendication politique et non pas comme une tradition, et par l'utilisation des mots comme des signes et des signes dits religieux, ils cherchent à imposer dans l'espace public et notamment dans ce qu'on appelle les quartiers populaires leur vision et à enfermer ces quartiers comme ils enferment les femmes dans une logique.
Et c'est pour ça que, tout en respectant les uns et les autres, au nom de ce que nous sommes, notre République, la laïcité, qui est tout simplement la possibilité de croire ou ne pas croire, il n'y a pas de laïcité ouverte ou fermée, la laïcité, elle est en soi modérée, c'est une liberté, et c'est pour cela que nous menons cette guerre. Et c'est pour cela que l'affaire de Charlie est aussi importante, parce que l'idée qu'on puisse critiquer les religions, qu'on puisse blasphémer, fait partie aussi de ces libertés, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire un travail profond d'explication. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites à l'instant et vous évoquez Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est bien sûr l'attentat, c'est aussi la question des caricatures. Et plus récemment, avec à nouveau cette attaque qui a eu lieu à l'automne devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, ça a réveillé cette question de la caricature vue éventuellement comme une provocation. Faut-il ou non publier les caricatures de Charlie Hebdo? Et là, je me tourne vers vous, David Cameron, parce que là aussi, il y a ce débat sur, y compris à travers la presse anglo-saxonne et la presse française, le New York Times, pour ne citer que lui, qui a choisi de ne plus publier de cartoons, de dessins de presse, par peur d'offenser est-ce qu'il faut, est-ce qu'autour de cette question de la liberté d'expression, c'est devenu une question véritablement politique? Emmanuel Macron lui-même a pris la parole, y compris dans les médias des pays arabes, pour affirmer que la France continuerait à soutenir la publication des caricatures. Là encore, c'est un point d'achoppement parfois. Quelle est votre position, David Cameron? My view is that in a free society, we must be free to criticize religions, whether that is our own religions or the religions of others. That is absolutely essential. On the issue of cartoons, it's up to every newspaper, it's up to every publication to decide what their approach is. But as a country, as free countries believing in liberal values, we have to leave space open for there to be criticism, and we have to allow people to poke fun at religions. It can be painful if you're a believer and it's your own religion that's having fun poked at it, but that is, I think, part of living in a free society. I mean, I thought what Manuel said just shows how closely aligned the British and French positions are, that we understand the importance of going after the extremism. And the way I often put it is that there's been failings on the left and failings on the right. On the left, there's been a tendency to look at violent terrorism and say that it's caused either by poverty or it's caused by Western foreign policy, and to say it's got nothing to do with Islam. But there is an equal failure on the hard right, which is to say this is everything to do with Islam, and it's Islam itself that is wrong. I think that is mistaken. Donald Trump sometimes talks about Islamic terrorism, and I think that is profoundly unhelpful. Muslims hear that and feel he's talking about us. It's absolutely vital we get this language right and talk about extremist Islamism and violence. What is happening here is not a clash of civilizations between the Christian West and the Muslim East. This is a clash within Islam. It's a civil war within Islam, where we should be taking the side of the mainstream majority and helping them to expel these extremists from their religion. And that's why the careful thinking that Manuel and others are doing is so important, and why the careful use of language is so important. But as for the issue of being able to criticize religions, we must be able to in a free country. David Cameron, vous appuyez à l'instant sur la distinction fondamentale entre islam et islamisme. C'est une distinction d'ailleurs sur laquelle vous aviez insisté alors que vous étiez Premier ministre. J'ai retrouvé les mots que vous disiez au moment de la conférence de sécurité de Munich en 2011, où vous disiez « Nous devons remonter aux origines des attaques terroristes. Il existe une idéologie, l'extrémisme islamiste, à distinguer de l'islam. » Et vous disiez « L'islamisme radical, c'est une idéologie politique qui concerne une minorité. » En France, aujourd'hui et depuis maintenant longtemps, on tente de créer ce qu'on appelle un islam de France. Je voudrais d'abord que vous puissiez vous exprimer là-dessus, Manuel Valls, et ensuite vous entendre, David Cameron, sur l'expérience britannique de cette question-là. On le voit bien, en France, c'est presque en train de devenir un serpent de mer, extrêmement difficile. Quelle doit être la position de l'État? Est-ce qu'il faut qu'on valide des imams avec une sorte de tampon officiel pour dire que ceux-là seraient les bons et les autres seraient les mauvais parce qu'ils seraient compatibles ou non avec l'esprit de la République? Il y a également la question du
financement de l'islam de France? Est-ce qu'il faut ou non accepter des financements étrangers? Un mot sur cette difficulté en France, et on l'a vu encore récemment avec les clashs au sein même des organisations de l'islam de France, pour trouver une voie commune. Bon, je veux saluer les propos, mais qui ne m'étonnent pas, parce que je les connaissais, de David Cameron, sur les distinctions qu'il fait, et sur le fait que tant à droite qu'à gauche, beaucoup se sont perdus dans les mots et dans les valeurs. C'est vrai à gauche en France, ça a été vrai dans la gauche travailliste britannique, où l'antisémitisme, qui est la matrice de l'islamisme, a fait aussi des ravages. Et la haine d'Israël, l'antisionisme, qui sont tout simplement aujourd'hui des synonymes de l'antisémitisme, en sont des preuves. Elles ont ravagé une grande partie de la gauche au niveau mondial, et elles ravagent encore parfois un monde intellectuel ou un monde journalistique, nous voyons dans un certain nombre d'organes de presse. Le sujet que vous évoquez, Apolline de Malherbe, a une très grande complexité, parce que vous avez raison, nous tâtonnons. Et il y avait quelque chose qui était dit dans une table ronde précédente, je crois que c'était toujours Jean-Pierre Maume, qui parlait de cette guerre civile, de cette guerre mondiale qui ravage l'islam au niveau mondial. Nous sommes en train, nous, de traiter au niveau européen, au niveau de nos pays, une question qui est une question globale, mondiale, qui vient de très longtemps, et notamment qui a surgi évidemment avec la guerre civile, avec ce qui s'est passé en 1979 en Iran, avec la guerre d'Afghanistan, la guerre civile dans les années 90 et 2000 en Algérie, etc. La face de l'islam a progressivement changé. Ça a été aussi la responsabilité évidemment du wahhabisme venant d'Arabie saoudite. Donc, c'est cette guerre-là, ou cette confrontation au sein de l'islam au niveau mondial qui a des répercussions partout. Et donc, il faut espérer que les choses changent au niveau des grands pays arabo-musulmans. Ça sera long et difficile, même si on voit aujourd'hui des mouvements intéressants, notamment à travers ce qu'on appelle les accords d'Abraham entre un certain nombre de pays sunnites et Israël. Mais nous savons que ça sera extrêmement long. Et en France, c'est difficile. Moi, je pense, après réflexion, que l'État n'a pas à intervenir directement dans les affaires internes de l'islam. Alors, dit de manière aussi abrupte, ça démontrerait qu'on ne peut pas agir. Mais je pense que c'est très dangereux que l'État se substitue et essaie d'organiser, comme Napoléon l'avait fait avec le culte israélite, mais c'était à notre temps, l'organisation de cette religion et les financements. Mais nous devons favoriser le débat, les théologiens, le surgissement de ces intellectuels qui nous aident dans une guerre idéologique, dans une guerre de communication, notamment sur les réseaux sociaux, à expliquer notamment à la jeunesse française, qui a ces origines-là, qui a cette double culture, mais qui est française, ce qu'est véritablement l'islam. Et il faut aider toutes les bonnes volontés. Mais que l'État lui-même cherche à organiser l'islam, ça me semble extrêmement complexe, même si, encore une fois, il ne faut pas être naïf et qu'il faut combattre notamment les grandes tendances politiques que sont les frères musulmans et les salafistes qui veulent profiter de ce débat pour prendre le pouvoir sur l'islam. Avant d'élargir, vous l'avez évoqué à l'instant, à la question aussi des relations internationales, parce qu'il y a la lutte contre la radicalisation sur nos territoires européens, et puis il y a la question aussi de la relation, y compris diplomatique, voire même des interventions militaires à l'étranger. On y reviendra dans un instant pour conclure ce débat, mais sur ce point qu'évoquait Manuel Valls à l'instant, de l'intervention de l'État sur l'islam en France, David Cameron, j'aimerais vous entendre sur l'expérience anglaise et sur votre position là-dessus. Il y a également la question de la fermeture de certaines mosquées. En France, on le voit bien, on tente, mais là encore, on tâtonne parce qu'il faut des outils juridiques qui ne sont pas toujours présents, parce qu'il y a la difficulté à concilier la liberté d'expression, la liberté de culte et la lutte contre la radicalisation. Quelle est votre position sur ces questions-là précises, David Cameron? One of the things we did in government was we sat down and decided that if we were going to have a task force against extremism, first we needed to define extremism. And this is important because until you define what you mean by extremism and what you mean by Islamist extremism, then you can't really get anywhere. So once you've got that straight, then there are some quite straightforward things to do, and then some very difficult things to do. The more straightforward things to do is to make sure that you're not allowing extremist Islamism to be taught in schools, whether they are separate
Muslim schools, private schools. You must make sure that you aren't having extremist Islamist preachers in universities. You need to make sure that your charitable commissions are not allowing as charities extremist-led community and cultural centers. So those are, I think it's very important in these discussions to get to some practicalities, some things that every local authority, every mayor, every town, every city should be doing. I think they're difficult, but they're relatively straightforward. I think the most difficult bit is what you and Manuel have just spoken about, which is how does the state try and encourage a sort of responsible Islam and build a framework for it? Because that is very, very hard. If you want to talk to the Catholic Church in England, it's easy. You call in the Archbishop and there's a team. If you want to speak to the Jewish community, it's straightforward. There's the Jewish Leadership Council. They come with the chief rabbi, the Jewish Students' Organization, the Board of Deputies of British Jews. There's an organization. It is more difficult with Islam because there isn't a structure. But of course, if you try and create one, from the outside, that is not going to work. So what you have to do is try to encourage one to be built and to be organized. So then you can then have that discussion about making sure that imams who are coming to preach in the United Kingdom can speak English, because it's very important that young people who might be being led astray have got someone in their mosque, in their community center, that they can talk to in their own language. But I think that is the most difficult part. But going back to your original question, where in the world do you see Islam and the state interacting in a way that has had some positive outcomes? I would say it's worth spending some time, as I did, looking what has happened in Indonesia and perhaps comparing that to other countries in East Asia. In Indonesia, they have kept out the Saudi Wahhabi influence by and large. They've tried to foster an Islamic faith that is consistent with your commitments as an Indonesian and as part of that country. I think there are lessons to learn from the other side of the world about how to bring together Islam and democracy and good civic politics and behavior. And we are not all wise in these things. There are lessons to learn from other countries that are good, and then there are some lessons to learn of countries that have done even worse than we have. Apolline a l'air bloquée là sur l'image. With my rhetoric. Yeah. Je pourrais rajouter qu'au fond, il y a dans ce débat un rappel à faire, c'est que chacun d'entre nous a plusieurs identités. Et que ce qu'il faut réussir en Europe, c'est cette double identité, si nous parlons des musulmans, mais ça vaut pour tous les autres, bien évidemment, d'être des citoyens à part entière. Et les lois de nos pays respectifs sont supérieures à toute religion, et qu'ils puissent vivre et s'épanouir pleinement dans leur identité de musulmans sans que ça soit une contradiction. Citoyens musulmans, comme il y a des citoyens juifs, comme il y a des citoyens catholiques, anglicans, ou tout simplement des gens qui ne croient pas. Et on cherche toujours la définition de la laïcité française, mais au fond, c'est ce que nous pratiquons quand même dans beaucoup de pays. C'est cette distinction, c'est ce sécularisme. Donc c'est ça que nous devons réussir, me semble-t-il, et nous sommes d'accord avec David, à promouvoir dans nos pays, tout en luttant évidemment contre toutes les formes de radicalisation qui vont contre tout simplement les valeurs, et les valeurs universelles, nos civilisations qui sont aujourd'hui attaquées partout en Europe. Well, Manuel, I agree with that. And one of the challenges I found was that the organization in the UK that said it spoke for a lot of Muslims, the Muslim Council of Britain, if they were listening to this conversation, they would take huge issue with what you have just said and what I have just said and say that somehow that was Islamophobic. I think that is nonsense to argue that it's important to be a citizen of a country like France or Britain, that you can have your religious faith, but you also have to buy into some of the core concepts of being a citizen of that country. That is not an unreasonable thing to say, and that's part of the challenge that we face.
I think Apolline is now back online. Pardon. Merci. Merci d'avoir assuré l'animation, David Cameron. Manuel Valls, je voulais vous relancer, mais peut-être vous l'avez évoqué pendant les 3 minutes où j'ai dû disparaître. Cette question que vous évoquiez de vous-même à l'instant, qui est la question aussi diplomatique. Vous parliez des accords d'Abraham, qui sont les accords qui ont été les accords de paix entre Israël et plusieurs pays, dont Bahreïn, dont les Émirats arabes unis. Quelle doit être la position de l'Europe? On a l'impression que ça se fait un peu en dehors de nous. Bon, je vais être très clair. Je parlais des bouleversements au sein même de l'islam et on doit considérer que le dialogue et les accords en cours entre Israël et un certain nombre de pays arabo-musulmans sont d'une portée tout à fait historique et considérable. Enfin, un accord avec le Maroc, même si c'est une tradition qui existait déjà, c'est avec un royaume dont le roi est considéré comme le commandeur des croyants. Et demain, sans doute, un autre accord avec l'Arabie saoudite, c'est le pays qui accueille des lieux saints de l'islam très, très importants. Donc, on voit bien que là, il y a une modification, un changement profond qui va avoir des répercussions, évidemment, dans le monde, même si la base est aussi, et nous le savons, mais pas seulement la confrontation avec l'Iran, pas seulement, je pense que c'est aussi des accords stratégiques positifs dans bien des domaines. Et je pense que l'Europe, et parfois même la diplomatie française, sont trop frileuses, sont restées trop sur le langage des années 60 et 70 et devraient saluer ce qui est en train de se passer, sans naïveté bien évidemment, mais ce qui est en train de se passer est considérable et va changer, va bouleverser beaucoup de choses. Et si je reviens à notre débat, et je termine avec cela, c'est bien sûr la question du rapport à Israël, de la lutte contre l'antisionisme, de la lutte contre l'antisémitisme qui est derrière. Et je pense que ça, c'est un changement très important. Et j'espère que d'autres pays du monde arabe, du Maghreb, vont s'intégrer à ces accords parce qu'ils changent pour nous une grande partie des choses, ils favorisent le discours sur tous les sujets que nous avons bien sûr évoqués il y a un instant. David Cameron, sur ce point, mais aussi une question parce que vu de France, il y a eu un épisode dans la lutte contre le terrorisme qui est aussi cette question de la lutte, on l'a dit, sur nos territoires, sur le territoire européen, mais il y a aussi la lutte sur le territoire diplomatique et sur le domaine militaire. Il y avait eu ce fameux épisode en août 2013 où François Hollande, Barack Obama et vous-même aviez été confrontés à ce qu'on appelait le franchissement de la ligne rouge, à l'époque par le pouvoir de Damas, l'utilisation du gaz sarin sur la population civile. Daesh, à l'époque, n'existait pas de manière formelle. Cette intervention militaire n'a finalement pas eu lieu. Est-ce que, avec le recul, vous avez un regret sur cet épisode? Yes, I regret that we lost the vote in Parliament on taking military action, and that Barack Obama and I and the French leadership didn't take that action. It wouldn't have solved the crisis in Syria, I'm not pretending that, but a red line was set about the use of chemical weapons, and having set that red line, we should have acted. And I've written about this in my book. I lost a vote in Parliament. I lost that vote really because my own MPs were so scarred by the experience of the Iraq War that they were almost trying to correct their past vote rather than think about this issue of Syria and chemical weapons and the need to act. But let's be clear, even if we had acted, it wouldn't have solved the crisis in Syria. I would just make 2 points in response to what Manuel was talking about the importance of what other countries do. First of all, when countries like Bahrain and UAE are making this agreement with Israel, I think that is all to the good. But more to the point, countries like the United Arab Emirates are trying to take steps to demonstrate that Islam can exist in a society that may not be a democracy, but is trying to grow its civic space of freedom. And they are trying to allow churches and synagogues to be built in that country. And when that happens, those of us that want to see this sense of moderate Islam should be there to applaud and to will them on. The second thing I'd say, which I suppose links to the Syrian situation, is I know that Nicolas Sarkozy and I are sometimes criticized for our response to the Arab Spring, that we were too eager to try and encourage the flowerings of democracy. And yet now we look at
how many of those flowerings have been snuffed out. Only Tunisia really is anything like a success story. I would still make the point that if we want to fight Islamist extremism in the long term, these repressive autocracies that exist in so much of the Arab world are not the long-term answer. As long as they exist, and as long as these countries lack for economic success, there will be a sense amongst young people of looking for an alternative. We should try to make that alternative democracy, the rule of law, the right to decide your own future, to have a job and a voice and a stake in your society. Because if we're not speaking up for that, then the Islamists and the extremists will capture their attention. So I'm not naive in believing that you can drop democracy out of the back of an aeroplane or impose it at the point of a gun. But we should, as Democrats, as believers in freedom and liberty and the rule of law, we should stand up for those things and talk to those things and give young people in those countries hope that that's their future, not the poisonous extremist narrative that they're getting from too many at the same time. Merci, même si on voit qu'en ce moment la démocratie elle est fragile, y compris dans nos propres pays avec la montée des populismes. Je voudrais vous donner à chacun 30 secondes, que vous puissiez quand même dire un mot pour conclure. Manuel Valls. Donc quand des leaders français et britanniques se rencontrent, ils auront toujours à cœur de soutenir ce que sont nos valeurs fondamentales et nos valeurs universelles. Et la démocratie et la liberté, même si elles vont de pair, bien sûr, avec le développement économique et l'épanouissement de chacun, mais la démocratie et la liberté, on l'a bien vu avec ces images terribles au Capitole à Washington ces derniers jours, sont des valeurs, sont des principes, sont des faits que nous devons défendre. Et la France aura toujours besoin d'être aux côtés de la Grande-Bretagne de Churchill, que nous n'oublierons jamais, mais parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes deux grandes nations qui devons défendre ces principes, qui sont critiqués partout, par tous les populismes, mais qui nous permettent, il n'y a pas d'autre système possible alternatif. Et c'est vrai aussi demain pour affronter ce grand défi qui est celui de l'islam dans nos sociétés et que l'islam a lui-même au sein. Je voudrais vraiment remercier David d'avoir participé à ce débat et à cette invitation. Il reste, je le vois, extrêmement actif dans ses réflexions et il parle comme le grand leader qu'il a été. David Cameron, à votre tour de conclure. Thank you. Look, I will never forget my visit to Paris after the Charlie Hebdo atrocities and linking arms with other leaders and walking through your streets and seeing those signs, Je suis Charlie, Je suis Juif. It was unbelievably powerful and made me understand how French people think so passionately about their democracy and their system and their way of life. And I'll never forget coming to the Bataclan after that appalling slaughter. And of course, a similar slaughter was visited on us with Islamist extremist violence at the Manchester Arena. So we absolutely share the same experience. And I think we need to share the same approach. And by and large, we do. It's an approach based on recognizing there's a huge amount we do within our own countries, tackling extremism, encouraging moderation, going after the extremist hate preachers and having all those powers that we need. It's also understanding we have to act outside our own countries. We were right to deal with the ISIS caliphate. We are right to worry about ungoverned spaces and rogue states and countries where there is chaos and disorder that can lead to more Islamist terrorism. But I think most important of all is this clarity of thinking, of understanding we are not battling Islam, we are battling a perversion of Islam, and the vast majority of Muslims are on our side as we do this. And using this, intelligent, thoughtful, yet strong approach means that we can win. But I think it's a battle we're going to be engaged in for many, many years to come. And I would say there is some similarity with the Cold War, the struggle of freedom versus communism. We didn't beat communism simply by being strong and having strong defenses and thinking about abroad. We won because we explained the strength of our system, of our way of life, of our freedom, of the hope
and the fact that we wanted to build societies where everyone could succeed and everyone could get on. And I think that in some ways we need to invert politics. So much in politics we say, here's my health policy, here's my housing policy, here's my education policy. And there's this thing called cohesion and inclusion about how to make everyone want to belong in France or how to make everyone want to belong in Britain. We need to flip politics around and say, that's the most important thing. How we make people feel to belong in our country, to love our countries, to want to be citizens of our countries. And from that should follow the right education policy, the right housing policy, the right economic policy. Because really there's no bigger challenge for countries like ours. We are multi-ethnic, multiracial democracies, and we must make sure we're the most brilliant opportunity and meritocratic and inclusive democracies. And then finally we will win this great struggle. But it's one I suspect we'll be having conferences for many years to come. À la fin, on y arrivera. Essayons donc de reprendre ces mots d'espoir, et puis vous avez conclu effectivement sur tous les points communs aussi dans cette lutte. Vous le disiez, c'est aussi ça a du sens et c'est particulièrement émouvant d'avoir cette discussion en ce jour du 11 janvier, bien sûr, jour anniversaire de cette grande manifestation où vous participiez, bien sûr, tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter aujourd'hui, et la discussion se poursuit, bien sûr.